La première fois que j'ai entendu parler du Dr Sleep, j'ai vraiment pensé à un truc genre comme ça. Enchanté, je suis le Dr Sleep. Que puis-je faire pour vous? Après les événements traumatisants du Shining de Stanley Kubrick en 1980, on découvre ce qu'il est advenu du jeune Danny Torrance. Les années ont passé, mais les blessures mentales sont toujours présentes et tenaces, et une nouvelle menace fera bientôt son apparition, révélant les recoins les plus sombres d'une terrible force, le Shining. Bonjour à tous et à toutes les expressistes, j'espère que tout va bien pour vous et que comme d'habitude, vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui on va parler de la suite de Shining, Dr Sleep. Dans cette vidéo, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous faire part de mon ressenti global. Ensuite, on va aborder quelques points qui me semblent essentiels, histoire de creuser un petit peu tout ça, le tout sans spoil ni divulgation. Ensuite, il y aura le verdict, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je vous le conseille. Et on finira cette vidéo ensuite avec une partie avec spoiler, où là, effectivement, je vais revenir dans le détail sur certains éléments qui m'ont soit un petit peu gêné, soit en tout cas interpellé, hein, donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Et il y aura également mon interprétation de la fin du film, et également mes explications autour du Shining. Qu'est-ce que c'est le Shining? Eh bien, on va voir ça ensemble et ce sera en fin de vidéo. J'ai trouvé le début du film un peu étrange, un peu mystérieux en fait. J'étais dans une zone un petit peu d'inconfort parce que je voyais pas trop où le film voulait en venir alors qu'il reprenait vraiment les bases du premier film. Et c'était dans la suite directe du premier film. Et je voyais pas trop ce que voulait faire en fait cette suite Dr Sleep. Et assez rapidement, j'ai été quand même assez fasciné finalement, presque hypnotisé par ce qui se passait à l'écran, parce qu'il y a un aspect mystérieux, un aspect assez sombre et un petit peu dérangeant en fait, où cette part de mystère, on sait pas dans quelle direction ça va aller, et finalement ça a vraiment fonctionné sur moi, et j'ai passé un très bon moment de cinéma, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment la suite qu'il fallait, alors que paradoxalement, c'est une suite quand même qui est extrêmement différente de l'original, enfin du premier. C'est-à-dire que le premier, vous aviez par exemple une œuvre qui était quand même très claire, etc. Avec en termes d'éclairage, c'est complètement différent de ce qui se fait ici dans Dr Sleep. En termes également même de cadre, etc. C'est complètement différent. Dans Shining, c'est vrai que vous aviez des cadres qui étaient assez larges, etc. Et là, vous avez des cadrages beaucoup plus, on va dire, orienté film d'horreur, donc des choses vraiment beaucoup plus proches du sujet, etc. Et ça change vraiment tout. Moi, j'étais beaucoup plus impressionné par ce qui se passe dans ce Dr Sleep que dans ce qui se passe, ou ce qui se passait en tout cas dans Shining. Et c'est vrai que le film a vraiment marché sur moi en tout cas. Et donc cette ambiance, elle est hyper sombre, c'est dérangeant, il y a certaines actions même qui sont un peu choquantes, en tout cas qui flirtent avec le choc et vraiment avec quelque chose de limite polémique. On y reviendra dans la partie avec spoiler, mais là effectivement c'est un film qui fait du bien parce que c'est mature, c'est sombre, c'est violent et c'est sans concession, et franchement c'est cool de voir ça je trouve en 2019 dans un film qui tient la route en fait, un film d'horreur en tout cas qui tient la route. Dans quelques instants on va poursuivre cette vidéo en creusant davantage un certain point qui me semble essentiel, le tout toujours sans spoil ni divulgachi pour l'instant en tout cas, et j'espère que ce début de vidéo vous plaît en tout cas. Je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour soutenir la vidéo et aussi pour soutenir Avis Ciné Express tout simplement. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à rejoindre ainsi la communauté des expressistes. Là aussi je vous en remercie d'avance. Et pour finir, tant qu'on y est, je vous invite également à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Donc on a Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et Sens Critique, donc n'hésitez pas en tout cas, c'est gratuit et vous pourrez m'y retrouver, donc voilà. Je vous en remercie d'avance et on poursuit tout de suite cette critique. Je disais tout à l'heure que je trouvais le début vachement étrange en fait, parce que c'était un peu confus dans la mesure où ça prenait la suite directe du premier film, mais je voyais pas trop où ça voulait en venir parce que il y a même, vous savez, des sauts temporels au début du film, et je me disais mais pourquoi ils font ça, c'est trop bizarre en fait. C'est-à-dire que on démarre en 1980, ensuite il y a X années qui passent, ensuite il y a encore X années qui passent, etc. Et je me disais mais qu'est-ce qu'ils font, je comprends pas où ils veulent en venir en fait. Et c'est vrai que au final, quand on regarde le film en entier, on se dit que en fait c'est bien écrit, c'est bien construit en fait, tout a un sens, et c'est extrêmement méticuleux dans la façon dont c'est construit, la façon dont les événements sont agencés, et pourtant il y a un aspect quand même assez linéaire finalement, parce que c'est vrai qu'on suit les événements qui s'enchaînent comme ça, mais
finalement, c'est tellement bien construit que ça en devient haletant et que ça en devient vraiment très intéressant, je trouve. En plus, franchement, les ambiances dans ce film sont pour moi l'une des grandes forces, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté mystérieux qu'on retrouve dans les œuvres issues de l'univers de Stephen King en tout cas. Et c'est vrai que vous avez ça, vous avez cet aspect dérangeant, cet aspect sombre, cet aspect un peu inquiétant et en même temps, on comprend pas trop parce qu'il y a des moments où on se dit bah il se passe rien et tout, et en fait on n'est pas bien, on est dans un état un petit peu inconfortable, et c'est vrai que ce type de film, ce type d'univers, ça vous permet de ne pas sortir totalement indemne en fait de ce qui se passe à l'écran, et c'est vrai qu'on a aussi besoin, je pense, de films qui vous mettent en situation comme ça, inconfortable, en situation où vous n'êtes pas totalement serein en fait, hein. Donc c'est pas forcément hyper flippant, ou voilà, mais il y a un aspect un peu glauque, et un peu comme ça inconfortable. Et ça c'est cool quoi, ça fait plaisir de voir ça, et cette année on a eu quelques films de ce genre là, comme Midsommar par exemple, donc c'est pas comparable à Midsommar. Moi Midsommar je l'aurais plus vu presque comparé à Shining finalement, alors qu'ici on est dans un autre registre, hein, parce que c'est un type de registre d'horreur qui est complètement différent de ce qu'on pouvait trouver dans Shining, et pourtant je trouve que ici on a malgré tout une suite qui est vraiment dans le prolongement, parce qu'on a énormément de références, énormément d'éléments qui sont repris ou qui font vraiment qui sont dans la suite de Shining, et pourtant la façon dont c'est fait, la façon dont c'est représenté, la façon dont c'est mis en scène, enfin le traitement en général est complètement différent de ce qu'on avait dans Shining. Du coup, je comprendrais que les gens qui ont aimé Shining, qui ont été même traumatisés par lui, effectivement, n'y trouvent pas leur compte dans ce film-là, parce que c'est un film qui est vraiment dans l'air du temps, je trouve, et qui est beaucoup plus ancré dans notre époque, en 2019. Je trouve que c'est un film qui est réussi pour son époque et pour son temps, et qui est complètement différent de ce que proposait Shining, mais les deux sont aboutis dans des formes totalement différentes. Et les références, en effet, elles sont nombreuses, hein. Ça va des musiques à certains personnages, évidemment, dont le personnage principal, mais il y a également des scènes qui vont carrément être presque copier-coller des scènes antérieures vues dans le premier volet. C'est pour ça que c'est mieux, je pense, d'avoir vu le premier volet, mais pour moi, c'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'explications, notamment au début du film. Du coup, si vous n'avez pas vu, je pense, Shining, c'est possible de voir celui-ci de façon indépendante, mais vous allez simplement perdre les références et ne pas tout capter, en fait, hein. C'est surtout ça le problème. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir vu le premier, mais c'est pas obligatoire, je trouve. Et par exemple, dans les reprises que vous avez la musique. La musique du début, la musique bien reconnaissable du premier film, eh bien, elle se retrouve aussi dans cette version. Et vous avez également une musique caractéristique dans ce film, qui est en fait un bruitage, où ça tape petit à petit dans un rythme qui est régulier, et ça mime un petit peu l'aspect battement de cœur, et en même temps il y a un côté marche militaire un petit peu. Et c'est un son, alors je sais pas s'il est flippant, mais en tout cas c'est un son qui est vraiment un peu dérangeant comme ça, et qui vous met là aussi dans un inconfort, et qui revient comme une ritournelle régulièrement dans le film, et qui va soit démarrer, ou en tout cas lancer des scènes un peu violentes, un peu glauques, ou un peu fantastiques, et qui en même temps va vous permettre d'avoir de la musique en arrière-plan, si vous voulez, en arrière-plan sonore, et ces musiques, elles vont effectivement fusionner avec ce bruitage et donner quelque chose, là aussi, d'inconfortable. On est vraiment dans ce sentiment dérangeant, en fait, et je trouve que c'est très très réussi d'un point de vue de l'habillage sonore. Là aussi, franchement, c'était vraiment bien vu. Ce que j'ai apprécié également dans ce film, je dirais que ce sont les enjeux vraiment dramatiques, et la violence qui émane de ces enjeux, et qui émane du film en général d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un film où on a ce sentiment que c'est très mature, et que, finalement, n'importe qui peut y passer, c'est-à-dire que ça rigole pas, en fait. Que ce soit les méchants, que ce soit même les gentils, ils essaient de faire ce qu'ils ont à faire, en fait. Et il y a ce côté frontal, très littéral, où, effectivement, la mort peut surgir, et ouais, vous êtes coincé, en fait, vous n'avez pas le choix. Et même si vous l'avez pas décidé, malheureusement, vous y êtes confronté. Et je trouvais qu'à ce niveau, là aussi, c'était vraiment très très bien. Surtout qu'il y a très peu d'humour, il n'y en a pratiquement pas. Du coup, c'est très premier degré. Et parfois, ça fait du bien, parce qu'on a besoin d'œuvres comme ça, matures et très viscérales, en fait. Et ça permet d'être complètement happé par l'atmosphère générale du film. Et donc, personne n'est épargné par cette violence. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que en réalité, la violence, elle n'est pas frontale. C'est-à-dire qu'elle est le plus souvent suggérée. Donc, vous n'avez pas, par exemple, des grosses gerbes de sang, des trucs comme ça. Mais vous savez que c'est violent en fait, parce qu'il y a une violence qui va être psychologique,
qui va être physique mais suggérée, et vous avez aussi une violence spirituelle en fait, hein, et là on a un autre niveau de violence finalement, et c'est vrai que tous ces différents niveaux de violence, ils vont s'allier pour créer chez le spectateur quelque chose, là aussi toujours, je reviens à cette formule, mais à quelque chose d'inconfortable. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant la façon dont la violence elle est utilisée, et elle est mise au service de l'intrigue et au service des situations qui sont montrées en fait. Mais cette mise en scène, cette violence, cet aspect dérangeant, eh bien ça ne serait rien sans un énorme casting. Et franchement, j'ai adoré les prestations des acteurs principaux. Vraiment, je les ai adorés. Par exemple, je trouve que Ewan McGregor, franchement, il est génial. Il est à la fois torturé, il a l'air un peu passif, il a l'air de subir un petit peu sa vie. Surtout qu'au début du film, on le voit un peu, c'est devenu presque un dégénéré. Alors pas tout à fait au début, puisqu'au début, c'est vraiment la suite directe du premier film. Mais après, il y a une ellipse narrative de quelques années, et effectivement, on le voit devenu adulte. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est devenu un déchet, que le mec, il est bon à rien, etc. Mais il est en quête de rédemption, et on voit également donc, son évolution tout au long du film. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant, parce que au départ, c'est quelqu'un qui veut vraiment fuir le Shining, qui veut fuir son passé, qui veut fuir le traumatisme, et sa véritable nature, en fait, ce qu'il est. Et c'est vrai que le cheminement du film va lui permettre d'embrasser sa véritable nature, de la comprendre, peut-être de la maîtriser, et également de s'entourer de gens fiables et de voir que peut-être il n'est pas seul dans cette galère finalement. Et c'est un film que je trouve du coup assez touchant de par sa prestation. C'est une prestation qui est vraiment pleine d'épaisseur, hein, que ce soit d'un point de vue psychologique, mais également de ce qu'il a à jouer. Hein, parce qu'il y a des scènes quand même très brutes, très violentes, très profondes. Et waouh, c'est intéressant, et son jeu est superbe, enfin, il n'y a rien à dire. J'ai trouvé également le groupe de méchants, mais super charismatiques. Ils ont tous leur personnalité, même si on pourra arguer qu'ils sont peut-être pas tous développés hein, de la même façon, puisqu'il y a effectivement 2-3 personnages qui ressortent, dont le chef ou la chef des méchants, effectivement, mais globalement ils ont tous un charisme, une allure, un style et tout, enfin franchement c'est très recherché je trouve. Et bah évidemment la chef de cette bande, elle est flippante, elle est glaçante, et en même temps elle arrive comme ça à jongler entre un côté qui va être par moments un peu rassurant, etc., un peu mielleux, et d'un coup basculer dans ce côté très sombre, très noir, et c'est un personnage qui est détestable au possible, et en même temps qui est nuancé, parce que c'est pas qu'une grosse connasse, en fait, non, elle est vraiment nuancée, parce que c'est aussi quelqu'un qui défend ses propres intérêts, qui défend les gens, finalement, qu'elle aime, mais qu'elle aime à sa façon, en fait, et son groupe. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, chez ce personnage, c'est pas un personnage qui est monomaniaque, qui est je suis la grande méchante, et je vais tuer les gens, non, c'est pas comme ça que ça marche, et c'est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus torturé que ça, et franchement, ça fait du bien là aussi hein, de voir ça en termes de méchants. Il y a vraiment une nuance et c'est cool quoi de voir ça. Et enfin, la jeune fille, hein, franchement, Kylie Curran, je crois, elle est vraiment formidable. Hein. C'est une jeune actrice et vraiment quel talent brut, vraiment quel potentiel. Elle est vraiment excellente je trouve. Il y a qu'une seule scène où je l'avais trouvé un petit peu en deçà, mais j'en parlerai dans la rubrique avec spoiler, mais globalement j'ai trouvé sa prestation de très très haut niveau, pour une jeune actrice aussi, être déjà aussi talentueuse, franchement, c'est cool. Pareil que pour Rebecca Ferguson, elle va jongler comme ça d'un côté très dramatique, vers un côté où elle va être plus dans une certaine violence, une envie de confrontation, etc. Et ouais, elle dégage, elle a un de ses charismes, franchement, une très très grande réussite là aussi, vraiment la force de ce film, pour moi les acteurs sont incroyables. Bon, de toute façon je reviendrai un petit peu sur son cas, comme je l'avais dit, dans la partie avec spoiler divulgation qui arrivera juste après le verdict. Verdict, un thriller horrifique réussi, mature et à la violence souvent suggérée, mais sans concession. Qu'il est possible de voir indépendamment de Shining, même s'il est préférable de l'avoir vu pour en saisir toutes les nuances et toutes les références. Les acteurs sont très très bons, l'univers sombre et inquiétant respecte l'origine du mythe, et l'histoire est prenante et haletante. On regrettera peut-être le côté trop explicatif, et la démystification totale du premier film, et de tous les éléments laissés en suspens par celui-ci. Mais difficile de bouder son plaisir face à une œuvre aussi sombre, au ton anxiogène, et qui, par fulgurance, n'hésite pas à placer son spectateur dans un inconfort psychologique devenu de plus en plus rare au cinéma. Alors oui, j'y vais.
Allez, on va démarrer à présent une partie avec spoiler, divulgachi, donc si vous n'avez pas vu le film, bah, je vous invite d'abord à aller peut-être le voir, et ensuite à revenir sur cette partie de la vidéo, sinon bah, on poursuit ensemble, et donc je considère que c'est soit que vous vous en moquez, hein, tout simplement, ou donc vous avez vu le film. Moi, vraiment, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est la démystification totale du Shining, en fait, hein, parce qu'on explique totalement ce qu'est le Shining dès le début du film. Et du coup, c'est vrai que ça réduit à néant ce qui a été fait dans le premier film, ce qui était proposé, parce que l'un des intérêts pour moi du premier film, c'était effectivement les multiples interprétations possibles, et de pas savoir exactement ce qu'était le Shining et ce qui se passait. Et là, effectivement, dans cette suite, bah, malheureusement ou heureusement, hein, je sais pas, parce que c'est un parti pris, eh bien on a toutes les réponses, mais vraiment toutes les réponses, toutes les explications possibles. Hein. Donc du coup, mais c'est très littéral, la façon dont c'est fait, et je trouvais que ça manquait peut-être un peu de subtilité. Hein. C'est très frontal, c'est utile au récit, c'est utile pour savoir la menace qu'on va affronter, etc. Et même nous, hein, en tant que spectateurs, bah, du coup, ça nous permet de savoir exactement ce qu'était le Shining, donc du coup, finalement, après toutes ces années. Donc, mais voilà, mais du coup, c'est un peu frustrant malgré tout, parce qu'on se dit, ah dommage, moi j'aimais bien l'idée de pas savoir, et de se dire, bah tiens, on peut interpréter, on n'a pas la réponse, en fait. Et là, du coup, c'est vrai que, bah, on a la réponse, donc, voilà, il n'y a plus de mystère, hein, par rapport au Shining, et je trouvais que ce qu'ils en avaient fait, c'était comparable un peu à ce qui avait été fait dans Star Wars, avec les midi-chloriens. Le fait de se dire que finalement, bah, la Force, c'était quelque chose dans Star Wars qui était là aussi un peu mystique, un peu... on savait pas trop ce que c'était, et le fait de l'expliquer avec des midi-chloriens qui sont dans la nature, qui sont dans chaque être, etc., on en a une certaine quantité, et du coup, c'est un peu la même chose finalement qui est fait ici avec Shining, je trouve. C'est-à-dire que vous avez bah, effectivement le Shining qui est en vous, qui est chez certains individus, dans une certaine quantité, etc. Il dégage une certaine puissance. Les gens peuvent se repérer entre gens qui ont le Shining, etc. Certains en ont conscience ou pas. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure dans une partie où je vais vous interpréter totalement la fin du film, enfin pour moi, et également mon interprétation de ce qu'est exactement le Shining, donc je vais définir tout ça, mais on va voir ça plus en détail dans quelques instants. Mais du coup, effectivement, j'avais ce côté un petit peu, finalement, bah, le Shining c'est finalement des super-héros en fait, un petit peu, enfin, c'est-à-dire, je vais peut-être un peu loin dans la comparaison, mais j'avais l'impression juste simplement d'avoir affaire à des super-héros, hein, comparables par exemple, je sais pas, à des Doctor Strange, des choses comme ça, c'est-à-dire des super-héros qui vont être plus basés sur des forces psychiques, en fait. Et du coup, ça perdait un petit peu en mystère et dans ce côté paranormal, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, le Shining, ça n'est plus paranormal, on est dans le fantastique, qui est une forme, finalement, de paranormal, mais dans quelque chose qui est presque plus terre-à-terre finalement, parce qu'on l'explique presque scientifiquement, la façon dont c'est expliqué en tout cas, et je trouvais que du coup, voilà, c'était simplement mon ressenti par rapport au Shining, c'est finalement juste des super-héros, les détenteurs de Shining. Mais ça reste très bien fait, hein, attention, hein. Et même les explications, elles tiennent la route, par rapport au film, dans son univers propre, elles tiennent la route, y a pas de problème, hein, c'est vachement bien fait, c'est cool quoi, mais bon, c'est un peu décevant, je trouve, quand on est amateur du premier film en fait. Je voulais revenir également sur quelques points qui m'avaient un petit peu dérangé, notamment bah, par rapport à la jeune actrice. Alors c'est pas son jeu, hein, parce que son jeu, moi je le trouve vraiment cool, sauf une scène, j'en parlais tout à l'heure, c'est la scène où elle est dans la voiture, et où en fait elle a été droguée, et juste après, en fait il y a Dan qui prend possession de son corps, donc elle est censée jouer Dan en fait, si vous voulez. Mais là, moi je trouvais, juste dans cette scène-là, quand elle joue Dan, qu'elle est censée être Dan, elle surjouait un peu trop. Je trouvais qu'à ce moment-là, j'avais pas l'impression de voir Dan, j'avais juste l'impression de voir cette fille qui jouait Dan. Mais ça, pour moi ça n'allait pas, parce que Dan, il est pas comme ça dans le film, et il est pas de la façon dont elle le joue en fait dans cette scène. Donc moi c'est vraiment la seule scène où ça m'a dérangé, mais sinon son jeu d'acteur il est juste ouf, franchement, pour une gamine de cet âge-là, mais c'est incroyable de jouer comme ça déjà. Donc bref, elle a vraiment un avenir tout tracé devant elle, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'était juste cette scène-là, c'était une parenthèse. Et donc moi, juste, le point sur lequel je voulais revenir, c'est que bah, son personnage, en fait, Abra, bah, j'ai l'impression que c'est quand même le personnage, on va dire, le plus puissant, parce que c'est elle qui a le Shining le plus puissant. À plusieurs reprises, elle repousse Rose, on a l'impression qu'elle peut défoncer Rose à n'importe quel moment, en fait. Du coup, à la fin, je comprends, parce qu'à partir du moment où Rose, elle a absorbé, elle s'est un peu droguée finalement, hein. Elle fait sa Lance Armstrong finalement du Shining, c'est-à-dire qu'elle récupère toute la vapeur qu'elle avait capitalisée depuis quelques temps, et c'est vrai qu'elle devient super forte, c'est comme des stéroïdes pour elle. Donc du coup, ça amplifie son Shining, effectivement. Mais, si vous voulez, le personnage d'Abra, c'est un personnage qui est extrêmement puissant, qui nous est montré auparavant dans les confrontations avec Rose comme extrêmement puissant, et du coup, je n'ai pas compris
pourquoi elle, finalement, elle ne défonçait pas Rose, en fait, parce qu'elle avait la possibilité de le faire avant, en fait. Et du coup, j'ai pas trop compris dans la construction narrative, je trouvais qu'il manquait une ou deux étapes pour indiquer pour quelle raison elle le faisait pas. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez Dan qui la met en garde, mais je trouvais que il manquait un truc. Donc, je sais pas, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais pas, est-ce que ça vous a dérangé aussi, mais moi je me suis dit à plusieurs reprises, elle pouvait la défoncer avant quoi. Et du coup, pareil, hein, il y a plusieurs moments où on se dit que ça aurait été plus simple de s'en prendre directement à elle mentalement, grâce à ses facultés de dingue, plutôt que d'organiser tout un truc à l'hôtel et tout, même si ça fait plaisir franchement de revenir dans l'hôtel du premier volet, mais je veux dire, à un moment donné, il y avait plus simple à faire quand même, je trouve, un traquenard, surtout que on voit quand même dans la scène de gunfight, dans la forêt, d'ailleurs c'est vachement bien fait cette scène, elle était vraiment viscérale, elle était violente, elle était frontale, avec les coups de chevrotine et tout, le mec qui se suicide parce qu'il y est forcé, etc. Franchement c'était super bien fait, et là aussi très violent, très mature, mais simplement je me suis dit, pourquoi ils n'organisent pas un truc comme ça, pour cartonner directement avec des carabines, avec des flingues ou je ne sais quoi, Rose. Elle aurait pas pu résister en fait, puisque on voit quand même qu'ils sont pas indestructibles en fait, hein, tout simplement. Ils sont aussi mortels par rapport à ce type de coups de feu, etc. Donc pourquoi ils ont pas simplement fait ça en fait? Ça j'ai pas compris. Donc voilà, ce sont des petits problèmes qui m'ont un peu intrigué, j'ai pas vraiment trouvé d'explication. Donc je trouvais que c'était des petites maladresses on va dire, mais franchement ça n'entache pas pour moi la qualité globale du film, hein, qui est un film je trouve très abouti. Une vraie surprise, parce que je m'attendais pas à ça en fait, et je vous avoue que c'était un film que j'attendais pas forcément. Moi le premier j'avais trouvé pas mal, mais je trouvais que c'était pas très flippant en fait, hein. C'était un film qui est réussi, qui est dans la forme extrêmement bien fait, mais qui moi me faisait pas trop peur, etc. le premier. Et là je trouvais que, je sais pas s'il m'a vraiment fait peur, mais en tout cas je trouvais qu'il était plus angoissant, qu'il y avait des scènes plus marquantes que dans le premier. Surtout que dans celui-ci, on reprend certains éléments, comme par exemple le fait d'être avec la hache, etc. Il y a plusieurs dialogues qui font référence au premier film, plusieurs personnages qui font référence au premier film également. Et dans celui-ci, vous avez certaines formes de violence, et notamment sur un point sur lequel je voulais revenir, la violence faite sur le jeune joueur de baseball, qui est d'ailleurs, il me semble, incarné par Jacob Tremblay, hein, lui aussi un futur grand du cinéma, je pense, mondial. Et en fait, dans cette scène, il y a effectivement, alors si pratiquement tout est suggéré, vous avez quand même certains passages où on voit le visage du gamin avec du sang, etc. On comprend, hein, parce qu'il est maculé de sang un peu, même sur ses vêtements, etc. La façon dont c'est cadré, c'est vrai que c'est très malaisant. Et cette violence psychologique, parce que quand on s'en prend des enfants, c'est jamais évident, hein, ça fait toujours mal et on se dit « Ah là, c'est horrible quand même » et on a envie de rentrer dans l'écran pour aller défendre ce gamin. Et c'est vrai que quand ça arrive, c'est horrible quoi, mais ça c'est une vraie violence psychologique et une violence qui est difficile à affronter en fait. Parce qu'un enfant c'est sans défense, et voilà le pauvre en fait, à chaque fois on se dit ça, c'est obligé. Mais ça reste une violence qui malgré tout est justifiée entre guillemets dans le film, et qui reste de l'ordre de l'acceptable, malgré tout. Alors acceptable pas dans le sens où oui on va accepter ce qui se passe, hein, c'est pas dans ce sens là, mais dans le sens où ça reste regardable, je veux dire, parce que c'est seulement suggéré et c'est pas totalement montré. On n'est pas par exemple à un niveau de violence dans un film que j'ai vu l'année dernière qui était The House That Jack Built de Lars von Trier, où là effectivement vous avez une scène où il y a carrément des tirs à la carabine sur des enfants, etc. et on voit bien les scènes et tout, enfin, où là c'est très frontal, c'est extrêmement bien fait, hyper violent. Là bon, là voilà, là ça reste par rapport à ce type de scène, ça reste regardable en fait, voilà, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais c'est vrai que s'en reprendre à des enfants, c'est pas évident, hein. Il y a une sorte presque de tabou hein, un petit peu autour de ce type de scène, dans le cinéma actuel je pense, et notamment dans le cinéma d'horreur. C'est vrai qu'on hésite souvent à s'en prendre aux enfants, mais quand on s'en prend à eux, il y a un effet qui est extrêmement percutant et très traumatisant je trouve, donc là aussi c'est extrêmement réussi. Hein. Allez, à présent je vais vous parler un petit peu du Shining, de ce qu'est le Shining, et je vais également vous parler un petit peu de la fin et vous faire part de ma propre interprétation hein, là-dessus. Donc comment je perçois la fin et comment surtout j'explique le Shining. Donc ça va être une partie vraiment où je vais pas être trop visible, hein. Ça va être vraiment
pratiquement que de la voix off, puisque j'ai écrit le truc pour pas dire trop de bêtises. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager en tout cas si vous aimez cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à rejoindre ainsi la communauté des expressistes si vous voulez plus de vidéos, plus d'analyses, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas, je vous invite à le faire. Je vous en remercie d'avance et je vous invite également à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Vous avez donc Snapchat, Facebook, vous avez également Instagram ou encore Twitter et Sens Critique. Donc n'hésitez pas, je vous en remercie là aussi d'avance. On est parti. À la fin du film, Dan est simplement mort, mais apparaît à la jeune fille Abra sous forme spectrale. Ils sont connectés par le Shining, tout comme Dan l'était avec Dick, et tout comme il semble lui avoir appris tout ce qu'il y avait à savoir au sujet du Shining. Dan devient donc le mentor de Abra, et celui qui va transmettre tout ce qu'il y a à savoir à son sujet. D'ailleurs, Dick lui avait dit que cela arriverait. Sinon, en ce qui concerne le Shining, il existe à différents degrés comme expliqué tout au long du film. La plupart l'utilisent, ou non, inconsciemment. On peut prendre par exemple les utilisations qu'en font Billy ou le jeune joueur de baseball. Et d'autres en ont conscience, sans forcément savoir ce que c'est, ou en lui attribuant d'autres noms, comme le groupe de psychopathes de Rose qui l'appelle la vapeur. Le niveau de présence, et donc de puissance du Shining, varie également selon les individus. Tout comme le type de capacité spéciale est propre à chaque individu, diffère également d'un détenteur à l'autre. Par exemple, Danny a la capacité unique d'enfermer les entités liées au Shining dans une boîte mentale que lui seul peut verrouiller ou déverrouiller. Alors que Andy, la piqueuse, peut agir sur la volonté des esprits faibles. J'entends par esprits faibles des esprits dénués de Shining, ou alors affaiblis au préalable. Précisons également que les capacités liées au Shining peuvent être altérées par l'alcool, par les substances médicamenteuses ou par les psychotropes. D'après mon interprétation, c'est d'ailleurs la volonté d'endiguer artificiellement les capacités actives du Shining qui a poussé Danny à se noyer dans la drogue et surtout dans l'alcool, plus finalement qu'une simple forme de mimétisme héréditaire due à son père. On le comprend d'ailleurs à la fin de Dr. Sleep, quand il explique à Abra qu'elle doit accepter le Shining et ne plus le cacher. Cette recommandation en miroir constitue une allusion à son propre cheminement intérieur. J'ajoute également que le Shining n'est pas uniquement présent dans les êtres humains, mais peut aussi être présent chez les animaux, comme on peut le déduire de l'attitude du chat à l'hôpital où travaille Danny, dans la mesure où celui-ci sent la mort arriver et peut donc la prévoir en se rendant au chevet des patients en fin de vie. On peut aussi noter que le Shining peut se trouver dans des lieux, comme bien évidemment l'hôtel du premier film, l'Overlook, matérialisant des émanations spectrales dangereuses et inquiétantes, et ayant pour but de s'en prendre aux autres utilisateurs et possesseurs de Shining. J'ajoute que le mur en ardoise de la chambre de Dan comprend probablement du Shining également. Ce n'est qu'une supposition bien évidemment, mais ce serait ce Shining qui permettrait aux détenteurs du don de se parler juste par l'écrit, en les connectant en quelque sorte. Enfin, partant du principe que des lieux peuvent posséder du Shining, on peut supposer que des objets peuvent potentiellement en être dotés, et que le Shining, même s'il est souvent utilisé dans les films à des fins maléfiques, est en réalité neutre. Rien ne prouve que ce soit le Shining qui rende fou ou malveillant, puisque des détenteurs très puissants, comme Dan et surtout Abra, semblent être des personnages plutôt positifs, vertueux et bienveillants. Ce serait donc, d'après cette observation, et jusqu'à preuve du contraire, uniquement le détenteur du Shining qui serait responsable du bien ou du mal provoqué par celui-ci. Et voilà les expressistes, c'est déjà tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, bien likez, commentez et partagez. Je compte sur votre soutien, c'est super important, je vous en remercie d'avance. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait, et à rejoindre ainsi la communauté des expressistes. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Et pour finir, je vous invite à suivre Abyssine Express sur les différents réseaux sociaux. Donc on a Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et Sens Critique. Donc n'hésitez pas en tout cas, je vous y attends. Je vous remercie pour tout, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite. Ciao les expressistes. Si vous avez aimé cette vidéo, ou que vous avez trouvé cet avis utile et que vous en souhaitez d'autres, le pouce bleu en bas de la vidéo est fait pour cela. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous les expressistes et à bientôt pour un nouvel avis Ciné Express. J'y vais pas.